L'Espagne est dans la rue à Madrid, dans les grandes et les petites villes. Des millions de personnes participent à ce gigantesque rassemblement. Un pays entier qui crie son refus du terrorisme, un pays en deuil qui s'est figé à la mi-journée. 1 minute de silence à la mémoire des victimes. Le dernier bilan fait état de 199 morts, près de 380 personnes sont encore hospitalisées. Une morgue a été installée dans un parc d'exposition et les médecins légistes travaillent. 137 personnes ont été identifiées. À Madrid, où la vie reprend son cours, il a bien fallu remonter dans ses trains, refaire le même trajet, souvent avec l'angoisse. Et puis, du côté de l'enquête, 2 pistes sont évoquées, mais personne ne sait réellement qui se cache pour l'instant derrière ces attentats. L'ETA a démenti ce soir être responsable. La piste d'Al-Qaïda est explorée. José María Aznar lui-même affirme qu'aucune thèse ne doit être exclue. En France, le plan Vigipirate est remonté d'un cran. Nicolas Sarkozy est l'invité de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est donc toute l'Espagne qui est rassemblée depuis maintenant 1 heure sous une pluie battante pour condamner les attentats. Cette mobilisation est sans précédent. Des centaines et des centaines de milliers de personnes à Madrid, comme dans tout le pays. Tant la foule est compacte, pour l'instant, les estimations sont impossibles. Dans un même élan et dans une même colère, un peuple debout pour s'opposer de toutes ses forces au terrorisme. Loïc de la Mornay. Une multitude de points. C'est la grande toile des Madrilènes qui ont investi avenues, places et carrefours. Une multitude le poing levé contre le terrorisme. Depuis la fin de l'après-midi, les télévisions espagnoles diffusent en direct l'arrivée massive des manifestants. À Madrid, on attend 1 million de personnes. Sous les gouttes, les parapluies se tiennent droit, comme en ordre de bataille contre la barbarie. Sur ces images, le ton des commentateurs espagnols est fier. Les journalistes soulignent en boucle que oui, ils sont fiers de voir cette foule si digne, fiers de montrer au monde entier un tel bloc de détermination. Le Premier ministre José María Aznar arrive avec Romano Prodi, le président de la Commission européenne. De nombreux pays ont dépêché des représentants de premier plan. Pour la France, Jean-Pierre Raffarin, Philippe Douste-Blazy, François Hollande et Bertrand Delanoë. L'hélicoptère qui survole la foule s'éloigne jusqu'à la gare d'Atocha. Les manifestants lancèrent comme pour la protéger, comme des pèlerins devant une stèle. Quelques centaines de mètres plus loin, la fracture est encore là, l'un des 4 trains éventré en plusieurs endroits. Au même instant, l'appel est entendu dans toute l'Espagne, comme ici, à Barcelone, ou encore là, à Valence. En ce moment, la nuit est tombée sur la place Cibeles de Madrid. Les parapluies sont encore plus noirs, mais brandis avec encore plus de force, comme l'âme de l'Espagne aujourd'hui. Le métro de Madrid est gratuit depuis le début de l'après-midi pour permettre à chacun de se rendre à la manifestation. Ils sont nombreux à porter des rubans noirs, d'autres déploient des banderoles pour dire non à la terreur. Plus loin, ce sont des jeunes qui sont venus en groupe affichant le nom de leur banlieue. Un gigantesque rassemblement avec l'effroi et l'indignation au cœur. Dans la foule, reportage Jérôme Bonny, Yann Moine. C'est une véritable marée humaine qui converge vers l'avenue du Prado depuis 5 heures cet après-midi. Tout Madrid est là, malgré la pluie, pour manifester sa douleur, sa solidarité avec les familles des victimes du massacre terroriste le plus meurtrier qu'ait jamais connu l'Espagne. Pour le dire aux terroristes qu'on est vraiment fâchés sur eux, quoi, parce que c'est très injuste. C'est qu'on peut faire pour être le plus proche possible de ceux qui sont morts et de ces familles. Ça, c'est seulement ce qu'on peut faire. Les rues du centre de Madrid sont envahies d'une foule compacte à plusieurs kilomètres à la ronde. Non à l'ETA, crie la foule, alors que les auteurs des attentats ne sont toujours pas connus. Cette action, c'est différent d'autres actions qu'on avait passées d'abord, non? Parce qu'elle a été plus cruelle, plus injustifiée, plus massive.
je crois que c'est qualitativement différent. Chaque Espagnol a été touché dans sa chair et ne pouvait faire autrement que de descendre dans la rue pour montrer l'unanimité de la réprobation. En montrant que nous sommes plus intelligents qu'eux, en montrant que nous sommes plus forts qu'eux. Avec la loi, avec notre voix, avec 2 millions de personnes qui vont être ici aujourd'hui. Il ne pleut pas, sentent-ils. C'est le ciel qui pleure. Et les Madrilènes aussi pleurent ce soir dans les rues de leur ville meurtrie. À la barbarie d'hier, l'Espagne répond aujourd'hui massivement dans la dignité. Al-Qaïda ou ETA, peu leur importe, rien ne leur rendra leurs 200 morts. L'Espagne qui est confrontée depuis hier à ces images de guerre montrant l'étendue du massacre. Chacun tente d'aider, de donner son sang en signe de solidarité. Il y a les blessés par centaines et puis il y a les morts. Une morgue improvisée a été installée au centre d'exposition de Madrid où près de 70 médecins légistes sont là pour tenter d'identifier les victimes. Reportage Vincent Nguyen, Eric Mézy. Ils savent ou ils ont compris. Leurs proches sont morts. Ils viennent reconnaître le corps ou se recueillir. Puis il y a ceux qui ne savent pas, qui cherchent encore. Les traits tirés par 24 heures d'inquiétude, ceux-là n'avaient encore aucune nouvelle de leur cousin ce matin. Hôpitaux, morgues, ils ont tout fait, en vain. On appelle cet endroit le pavillon de la douleur. Ici, les familles voient leurs morts et prennent la réalité en pleine face. L'épreuve est terrible. Et les sentiments se bousculent. Je suis horrifié, dit cette femme. Une fille de 25 ans, mariée depuis 3 mois. Ils n'avaient pas le droit. Bien sûr, il y a des psychologues pour soutenir les familles. Mais l'endroit est incongru et tout sauf réconfortant. C'est le parc des expositions. À 2 pas des corbillards se tiennent des foires et des congrès. Et ceux qui y travaillent sont mal à l'aise. On ne vit pas ça très bien, dit cette jeune femme. On n'a pas le cœur à travailler. À l'hôpital, cet après-midi, les parapluies faisaient de tristes allées et venues. 400 personnes sont encore hospitalisées. Et les proches des cas les plus graves sont trop inquiets pour parler. La mère de cet homme, elle, n'est plus en danger. Maintenant, dit-il, je suis un peu plus tranquille. Mais hier, c'était un vrai chaos, un indicible enfer. Cette femme nous dit que son mari aussi va mieux, mais que psychologiquement, il est affecté. Il pleure beaucoup et il a très peur qu'il y ait encore d'autres bombes. Il n'est pas le seul. Si cet attentat laissera à jamais son empreinte sur les victimes et leurs proches, il a marqué pour longtemps l'esprit de chaque Espagnol. Ce soir, au moins 150 familles sont toujours sans nouvelles de leurs proches. La violence de l'explosion a été telle qu'il faudra du temps aux médecins légistes pour identifier toutes les victimes. On imagine la détresse et le désarroi de ces hommes et de ces femmes qui recherchent l'un des leurs, partagé entre l'espoir et la volonté de savoir. Vincent Fourcade. L'hôpital Gregorio Maramón à Madrid. Derrière ces murs, de nombreux blessés dans un état critique et toujours sans identité. Pour les familles, aujourd'hui encore sans nouvelles des leurs, c'est donc l'un des rares endroits où l'espoir est encore de mise. Car régulièrement, des médecins viennent décrire au public les victimes sans nom qu'ils tentent de sauver. Elle a entre 30 et 40 ans. Elle pèse entre 45 et 60 kilos. Mesure environ 1,60 m. Elle est brune avec des cheveux courts. Certaines familles, elles, sont déjà fixées. C'est bien ici que leurs proches ont été admis. Mais depuis plus de 24 heures, ces familles ne savent toujours pas s'ils sont en vie ou non. Ils m'ont dit qu'elle n'était pas sortie des urgences. Quand ma fille est arrivée, elle avait la tête écrasée. Elle avait perdu un œil. Nous ne savons pas si elle a perdu une oreille. Nous ne savons pas si elle a encore des jambes. Pourquoi? D'autres familles sont toujours sans la moindre nouvelle. À l'hôpital, pas d'informations disponibles. Reste alors l'appel à témoins devant les caméras. Si quelqu'un a vu ce garçon, s'il vous plaît, appelez ce numéro. Pour retrouver ce disparu, elle n'a que cette petite photo, un numéro de téléphone où appeler et encore un peu d'espoir. S'il vous plaît, nous sommes désespérés. 400 personnes sont toujours soignées dans les hôpitaux madrilènes.
Une 60aine d'entre elles demeurent dans un état critique. Revenons à Madrid avec ses premiers chiffres, ses premières estimations. Il y a actuellement dans les rues près de 2 millions de personnes, des hommes, des femmes, des jeunes. Tous ont répondu présents à ce rassemblement contre le terrorisme. Sous la pluie, chacun a bravé ce mauvais temps pour être là, pour être présent, pour dire non à la terreur et pour avoir bien sûr cette pensée aux victimes du terrorisme. À Madrid, où forcément la vie reprend, il aura bien fallu reprendre ces trains de banlieue dont la fréquentation a considérablement diminué depuis hier. Vous voyez toujours ces images d'un cortège très soudé, cette foule compacte. Non, Aznar, on voit José María Aznar, on voit Jean-Pierre Raffarin, Silvio Berlusconi, les chefs de gouvernement qui se sont unis, qui ont fait le déplacement pour bien sûr assister à ce rassemblement contre le terrorisme. À Madrid donc, la vie qui reprend son cours, il a fallu reprendre ces trains de banlieue dont la fréquentation a considérablement diminué depuis hier, moins 30% par rapport à un jour d'affluence normale. Estime-t-on à Madrid, dans les rames, les passagers souvent silencieux, presque hébétés, ne cachent pas leur peur et leurs pensées vont aux victimes, comme le montre ce reportage de Dorothée Cochard et Annie Triboire. Un train de banlieue ce matin à 40 km de Madrid. Et puis un drapeau aux couleurs de l'Espagne sur lequel on peut lire condamnation à perpétuité. L'attentat est dans tous les esprits. Au guichet, il y avait moins de voyageurs que d'habitude. Beaucoup pensaient que la station serait fermée. À tort. Oui, c'est vrai, la station Atocha est fermée, mais vous pouvez gagner Madrid par la station Saint-Martin au nord, avec l'autre ligne. Une ligne de substitution. Le sentiment d'avoir été épargné, à quelques minutes près. Vous savez, ce train, je le prends tous les jours, alors j'ai peur. Andreas Rodriguez aussi a peur. À la retraite depuis 4 ans, il était gardien d'immeuble et on l'a appelé hier soir pour lui demander de faire un remplacement ce matin, celui de quelqu'un de sa famille. Il est mort hier dans l'explosion. J'ai essayé de prendre le bus, mais c'était bondé. Il y avait des milliers de personnes. Et évidemment, j'ai peur. Mais pour moi, le plus dur, c'est de passer là où il est mort, hier. 7h35, c'est l'heure à laquelle a eu lieu le premier attentat, hier matin. Atocha, l'une des 3 stations meurtries. Une manifestation ce matin de recueillement au départ. Et puis, les nerfs lâches, c'est l'Espagne qui se divise sur l'origine de ces attentats. On est en train de payer le prix de la guerre en Irak. Tous les Espagnols ont dit non à la guerre en Irak. Et maintenant, on est en train de la payer, cette guerre. Et il faut le dire, une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas du tout la seule guerre qui soit, c'est celle qui nous arrive maintenant, ici, chez nous. Et à votre avis, qu'est-ce qui l'a provoqué, la guerre, hein? Qui est-ce qui l'a provoqué, la guerre? Qu'est-ce qui l'a provoqué? Soudain, une alerte à la bombe. En 2 minutes, toute la gare est évacuée. Une fausse alerte, finalement. La gare retrouvera son calme. À l'intérieur, aux lieux habituels des croisements, des centaines de personnes viennent saluer la mémoire des victimes. La gare d'Atocha a donc changé comme cela plusieurs fois de visage dans la journée. Lieu de passage d'abord, puis lieu de recueillement. Et puis la vie a repris ses droits avec l'arrivée de milliers de manifestants, des manifestants à l'image du pays, c'est-à-dire blessés, meurtris, mais vaillants. Comme dans la plupart des attentats, il y a les miraculés, ceux qui ont été protégés par le destin, par la chance. En tout cas, ils devaient prendre le train, ils devaient se trouver dans une de ces rames, mais il en était autrement. Gaël Chouvard a rassemblé leurs témoignages. Moi, j'étais dans le wagon. Pardon, dans le train qui partait à 7h05. Moi, j'allais jusqu'à Atocha. En fait, dans le train de 7h05, il y avait 5 voitures. Il y avait des bombes dans la première, la 4e et la 5e. Moi, j'étais dans la 2e. J'ai eu beaucoup de chance hier, parce que normalement, j'aurais dû continuer. Mais je suis descendu à la station juste avant. D'habitude, je prends le train de 7h15, mais là, je suis restée endormie. Alors j'ai pris le 7h30, c'est ça qui m'a sauvée.
J'ai couru pour avoir le 7h15, mais je l'ai raté. Alors j'ai pris le suivant. Ça aurait pu m'arriver, de fait, ça aurait dû m'arriver. Arrêtons-nous un instant sur cette école située près d'un des lieux de l'attentat. Des écoliers tout juste arrivés en classe dans ce quartier du sud de Madrid ont ressenti l'explosion. Certains ont même assisté à l'attentat, un traumatisme qui est pris en charge dès ce matin par les enseignants. Daniel Wefrom. Derrière le journaliste, un train. Dans le wagon couvert d'une bâche, on a sorti hier 67 morts. En face, 20 mètres à peine, une école. Les enfants y étaient entrés depuis 10 minutes, quand 2 explosions ont brisé la rame qui filait vers Madrid. Aujourd'hui, retour sur place des rescapés. J'ai une amie qui a perdu un bras, une autre a disparu, une autre de mon quartier est morte à 24 ans. Sur le parking de la petite gare attenante, les bougies et témoignages de compassion des gens du quartier. Les enfants, eux, ont tout entendu, certains ont vu. Il s'agit de leur parler avec les mots choisis. C'est très difficile, il n'y a pas de recette. Il faut connaître l'enfant, lui parler avec gentillesse et comme on peut, tenter de faire face à la situation. No más por ti la sorda y triste guerra. Après la minute de silence, un poème de Rafael Alberti, un maître de la littérature espagnole. En face, comme pour rappeler la dure réalité, la police isole une voiture suspecte. Elle n'a pas quitté le parking depuis 2 jours. Impressionnante minute de silence à la mi-journée. Ils sont des millions à s'être arrêtés à midi dans les entreprises, dans les hôpitaux, devant les églises. Une démonstration de deuil à l'image d'un pays où tous les drapeaux sont en berne. Karine Comatier. Midi. Les aiguilles des horloges s'immobilisent, l'Espagne aussi. Madrid est dans la rue, les maçons, les cuisiniers, les passants, tous figés dans le souvenir douloureux de l'attentat. Les cris des étudiants, le recueillement des officiels, du nord au sud, des millions d'Espagnols disent non à leur manière au terrorisme. Tout le monde arrête pour dire la priorité aujourd'hui c'est l'attentat et pouvoir être solidaire. 15 longues minutes de silence, un événement retransmis par la télévision qui arbore en haut de l'écran un ruban noir, un signe omniprésent sur les façades, sur les banderoles. Le gouvernement a décrété 3 jours de deuil. L'heure est aux prières, adressée au ciel gris. L'heure est à la colère aussi, en lettres noires. La mort ne nous fera pas taire, dit la rue. Ma vie ne va pas changer. Je n'ai pas peur. Je refuse de céder au chantage. À travers ces enfants qui brandissent des slogans contre le terrorisme, c'est toute l'Espagne qui espère en finir une fois pour toutes avec la violence. C'est demain que la plupart des victimes devraient être enterrées. En Espagne, la tradition veut que les funérailles se déroulent rapidement. Première cérémonie aujourd'hui dans le sud de l'Espagne. Il s'agit d'une jeune fille de 27 ans, originaire d'un village où l'on déplore un grand nombre de victimes. Je vous rappelle que près de 200 personnes ont trouvé la mort. Une quarantaine sont dans un état critique. Et puis nous retrouvons maintenant en direct de Madrid notre envoyé spécial Bertrand Koch. L'Espagne tout entière semble s'être donné rendez-vous. C'est une mobilisation sans précédent, une immense chaîne humaine qui a commencé à se déployer depuis plus d'1 heure maintenant. Bertrand, vous m'entendez ? Oui, effectivement, Béatrice. Écoutez, vous voyez ces images. C'est la réponse massive, impressionnante des Madrilènes au terrorisme. Alors vous avez parlé tout à l'heure de 2 millions de personnes. Je ne peux pas vous confirmer ce chiffre. Mais il y a énormément de monde ici, place Christophe Colomb et tout le long de l'avenue qui va vers la gare d'Atocha, une avenue qui fait plus de 3 km, du monde partout, dans les contre-allées, dans les rues adjacentes, des centaines de milliers de personnes, et ce malgré la pluie glacée qui tombe depuis le début de l'après-midi. Peu de slogans, beaucoup de jeunes qui insultent l'ETA et les dirigeants basques, des calicots, non à l'ETA, non au terrorisme, oui à la paix. Et puis ce petit ruban noir qui orne tous les revers et les visages aussi. Encore une fois, la réponse massive, impressionnante du peuple de Madrid aux terroristes, à ceux qui ont commis, quels qu'ils soient,
les attentats d'hier matin. Béatrice? Bertrand Coq, on vous retrouve bien sûr en cours de ce journal. Revenons-en à l'enquête. 36 heures après les attentats simultanés de Madrid, on s'interroge toujours sur les auteurs de ce massacre. L'ETA dément ce soir toute responsabilité, mais impossible de privilégier aucune des deux hypothèses évoquées par les enquêteurs. Voyons d'abord la thèse Al-Qaïda. Cette piste est sérieusement envisagée. Voici pourquoi. Frédéric Rota. C'est la découverte de cette camionnette à 30 km de Madrid qui a semé les premiers doutes. À l'intérieur, une cassette audio avec les versets du Coran ainsi que 7 détonateurs. L'ombre d'Al-Qaïda plane sur la tragédie et aussitôt les premières rumeurs s'enclenchent. Annoncée par une radio espagnole, la présence d'un kamikaze dans l'un des trains est démentie par le ministre de l'Intérieur. Incarné par le juge Baltasar Garzón, la lutte contre le terrorisme islamiste a donné lieu à de nombreuses opérations. Depuis le 11 septembre 2001, pas moins de 63 personnes interpellées, toutes soupçonnées d'être liées aux salafistes ou à d'autres cellules d'Al-Qaïda. La plus médiatique de ces arrestations, celle de Taïsir Alouni, présentateur vedette d'Al Jazeera, arrêté à Grenade en novembre dernier, puis relâché, mais sous surveillance. Dernière arrestation en date, celle de Khaled Damani, soupçonné d'avoir procuré des faux documents aux membres des commandos qui ont attaqué les Twin Towers. L'un de ses chefs, Mohamed Atta, avait d'ailleurs séjourné en Espagne peu avant la tragédie. C'est de là, on le sait, qu'il a pu avoir les moyens financiers pour organiser et pour annoncer également à un contact à lui, qui devait lui-même le transmettre à Ben Laden, la date du 11 septembre. Ceux qui penchent pour la piste islamiste mettent en avant le mode opératoire. Des attaques quasi simultanées très meurtrières. À Madrid, 10 bombes ont explosé à quelques minutes d'intervalle. Dernier indice, Al-Qaïda a un mobile. L'Espagne est aux côtés des États-Unis depuis le début de la guerre en Irak. Plus d'1 millier de soldats ont été envoyés par Madrid. Et en novembre dernier, 7 membres des services secrets ont péri dans une embuscade. C'est par un communiqué rendu public hier par un quotidien londonien qu'Al-Qaïda aurait revendiqué les attentats de Madrid. Pour certains experts, ce communiqué semble crédible. Sur place à Londres, Laurent Boussier. Quelques centaines de personnes devant le drapeau en berne de l'ambassade d'Espagne à Londres et le nom d'Al-Qaïda à la une d'une partie de la presse. Pour les Britanniques, la piste islamiste est prise au sérieux. Il faut dire que c'est ici, au siège du journal Al-Qot Al-Arabi, qu'est arrivée la revendication des attentats de Madrid. Ce quotidien en langue arabe, basé à Londres, est un canal classique de revendication d'Al-Qaïda. En général, quand Al-Qaïda revendique un attentat, c'est vrai. Ces gens n'ont pas l'habitude de mentir. Ce n'est pas une question d'opportunité, comme beaucoup le suggèrent. Son de cloche évidemment différent du côté des islamistes radicaux. Cet après-midi, devant la mosquée de Finsbury Park, leur leader, Abu Hamza, un habitué des provocations verbales, accusait les services secrets israéliens. Si l'ETA n'est pas responsable, alors c'est le Mossad, les Israéliens, parce qu'ils essaient de détourner l'attention de ce qui se passe chez eux. Pour l'instant, les autorités britanniques ne se prononcent pas sur les auteurs du massacre de Madrid. Officiellement, le gouvernement de Tony Blair attend les conclusions de la police espagnole. Mais dès hier soir, discrètement, ils activaient leur cellule de coordination antiterroriste et une réunion des responsables des services de sécurité avait lieu au siège du MI5, l'équivalent britannique de la DST. Eux-mêmes en alerte depuis plus de 2 ans, les Britanniques se sentent concernés par ce drame, nommément cités comme les Espagnols dans la dernière cassette diffusée par Oussama Ben Laden. Ils savent que Londres est une des cibles potentielles d'Al-Qaïda. Sur la lutte et la coopération entre l'Espagne, la lutte contre le terrorisme, la coopération entre la France et l'Espagne. Invité de ce journal, Nicolas Sarkozy, je vous interviewerai dans un instant. Si vous voulez bien, on va d'abord évoquer donc les deux hypothèses. La deuxième est celle de l'ETA. Le gouvernement espagnol, dès hier matin, a désigné l'ETA comme responsable du massacre. Des propos finalement tempérés au fil de la journée. Le Premier ministre espagnol n'excluant pas la piste islamiste, la découverte d'une fourgonnette volée contenant des détonateurs et une cassette en arabe plaide pour la plus grande prudence. Agnès Varamian. 19h, journal de la télévision basque. Le présentateur lit un communiqué d'ETA. Un coup de téléphone retranscrit ici. ETA dément toute responsabilité dans les attentats de Madrid. Pas authentifié, mais ces quelques phrases sont parvenues par les voies habituelles. À Madrid, les enquêteurs cherchent toujours la signature des attentats. ETA a son propre stock d'explosifs. Selon le ministre de l'Intérieur espagnol,
Ceux utilisés hier sont du même type que ceux utilisés par ETA, mais pas les détonateurs. Des moyens, une détermination. Ces dernières semaines, 2 attentats ont été déjoués. Il y a 15 jours, une camionnette est interceptée avec 500 kilos d'explosifs. Elle devait sauter à Madrid, au siège d'un grand journal espagnol. La veille de Noël, 2 hommes ont été arrêtés dans un train avec une valise piégée. La menace ETA. À la mi-décembre, ce rapport d'Interpol alertait déjà. L'activité terroriste, écrivent les experts, pourrait se concentrer sur Madrid avec des actions planifiées et plusieurs bombes. S'inviter dans la campagne électorale, ETA l'a toujours fait, mais jamais ces clandestins n'ont commis d'attaque de cette ampleur. Dès hier, la vitrine politique d'ETA démentait toute implication des séparatistes. Et aujourd'hui, leurs dirigeants manifestaient en silence. Un geste historique. Jamais en 36 ans, ils n'avaient condamné la violence. Nicolas Sarkozy, bonsoir. D'abord peut-être une question personnelle. Vous êtes personnellement très investi dans la lutte contre le terrorisme. La France et l'Espagne, en effet, ont même depuis quelques mois montré des résultats exemplaires. Nous y reviendrons bien sûr. Est-ce que ce soir vous êtes particulièrement touché, particulièrement forcément solidaire? Oui, vous savez, pas en tant que ministre de l'Intérieur, en tant qu'être humain, les images que vous avez montrées, ceux qui ont fait cela, ce sont des monstres, ce sont des barbares. Ce sont des assassins. Et tous les services de sécurité de tous les pays libres doivent travailler ensemble pour les rechercher, pour les arrêter et pour les châtier. Il n'y a rien qui peut expliquer ce qui s'est passé à Madrid. Rien. C'est un acte de barbarie pur et simple. Quant aux Espagnols, nous travaillons avec eux tous les jours. Il y a des policiers français, au moment où je vous parle, qui sont avec les services espagnols. Mais il y a des policiers espagnols qui sont au quotidien avec nous. Pourquoi? Parce que ce sont les démocraties qui sont concernées. Alors, on va y revenir si vous voulez bien, mais je crois que la première question qu'on a tous en tête, pas d'hypothèse privilégiée, semble-t-il, le ministre de l'Intérieur que vous êtes, en relation forcément avec des services, précisément vous le disiez, espagnols et d'autres. Ce soir, y a-t-il une signature sur ces attentats? Bon, réponse. La réponse ne peut pas être simple, même si la question, je la comprends et qu'elle est simple. Nous avons les éléments en temps réel, puisque nous parlons avec nos amis espagnols. Hier, il y avait une thèse prioritaire, celle du terrorisme ETA. Aujourd'hui, il y a 2 thèses, et donc pas de thèse prioritaire. Les 2 thèses, c'est la thèse du terrorisme ETA, et l'autre, la thèse d'un terrorisme extrémiste islamiste. Mais dans les 2 cas, c'est préoccupant. Y a-t-il une thèse qui prend ce soir plus de poids que d'autres? Non, madame. Mais le fait qu'il n'y ait pas de thèse prioritaire est déjà en soi un élément différent de ce que nous pouvions analyser hier. Alors l'État a démenti ce soir toute revendication. Vous y croyez donc? Vous savez, le problème avec l'ETA, c'est que depuis le mois de, très exactement le 24 décembre, il y a 2 tentatives extrêmement sérieuses qui auraient pu provoquer un nombre de victimes considérable, dont l'une dans une gare, dont nous savons, elles étaient de la responsabilité de l'ETA. Et par conséquent, avant d'attacher du crédit à un démenti, nous essayons de juger les gens sur les actes. Et en matière de barbarie, l'ETA sait faire. Alors, on a beaucoup dit que l'ETA, précisément, grâce à cette lutte de l'Espagne et de la France conjointe, avait été affaiblie, presque moribonde. Est-ce qu'on a crié victoire trop tôt? Est-ce que, comme d'autres, certains le pensent, au fond, on a affaire à une sorte d'animal blessé qui prend l'escalade de la violence comme une sorte de baroud d'honneur? Comment vous imaginez les choses? Quelle est votre vision? D'abord, le combat contre le terrorisme n'est jamais fini, et nous n'avons absolument pas crié victoire. Ce qui est vrai, c'est que des coups très rudes... Le gouvernement espagnol, oui. Ce qui est vrai, c'est que des coups très rudes ont été portés contre l'organisation militaire de l'ETA. Pour autant, qu'est-ce qui se passe dans cette organisation? Est-ce que nous sommes face à une dissidence? Est-ce que c'est une réorientation stratégique d'une organisation terroriste qui ne nous avait pas habitués à agir de la sorte? Toutes les hypothèses sont aujourd'hui possibles. Si c'est celle-ci qui, au final, est la bonne, c'est préoccupant,
parce que nous sommes des voisins de l'Espagne et parce que nous sommes aux côtés de la démocratie espagnole contre les terroristes. Il n'y a pas à choisir, il n'y a pas à discuter avec les terroristes. Mais la thèse de l'extrémisme islamiste, c'est-à-dire cette espèce de barbarie aveugle qui consiste à massivement utiliser des explosifs pour tuer des innocents, est une thèse que nous étudions extrêmement attentivement et qui, naturellement, si elle se confirmait, si c'était celle-ci, doit nous amener à une très grande vigilance. Alors on va y revenir. Interpol, par exemple, aujourd'hui privilégie cette thèse Al-Qaïda. Est-ce que ça veut dire en tout cas que l'Europe, vous parlez de vigilance, vous dites que vous êtes préoccupé, que l'on doit être préoccupé, l'Europe est donc et reste la cible? Oui. Alors on ne peut pas privilégier une thèse, même si tous on a envie de connaître la vérité. Parce que pour retrouver ces assassins et ces barbares, il faut savoir qui ils sont. Mais il faut prendre le temps nécessaire pour ne pas commettre d'erreurs. Alors, l'Europe est-elle visée? Il n'y a pas de menace précise, ciblée sur la France. Mais nous sommes une démocratie. Et quand nous voyons un pays ami, proche de nous, visé par cette barbarie, il est parfaitement de notre devoir d'être vigilants et d'appeler à la vigilance de chacun. Alors nous y reviendrons dans un instant, parce que vous restez avec nous, Nicolas Sarkozy. Je voudrais qu'on parte tout de suite à Bilbao, la capitale industrielle de la communauté basque autonome. Les militants nationalistes condamnent les attentats et beaucoup sont persuadés que le gouvernement espagnol attend la fin des élections législatives de dimanche pour livrer des informations sur les auteurs de l'attentat. Christelle Bertrand, Patrick Desmully. Ce genre de bar n'existe qu'au Pays basque. Ici, des photos de prisonniers tapissent les murs. Mais personne ne vous dira qu'on milite en faveur de Batasuna, la branche politique de l'ETA, car aujourd'hui, Batasuna est illégal. Alors, boire un verre en parlant politique, c'est une façon de contourner la loi, c'est aussi le seul moyen d'exister. L'ex-Batasuna, rebaptisé Parti socialiste indépendantiste, accuse Al-Qaïda. Nous, dès le départ, on a su que ce n'était pas l'ETA. Aujourd'hui, le Pays basque est soulagé de voir des revendications venues d'ailleurs. Les consommateurs nationalistes de ce bar ne participeront pas à la manifestation de ce soir. Un peu plus loin dans la vieille ville de Bilbao, un autre bar affiche légalement ses couleurs politiques. Au Pays basque, on appelle ça un batzoki, restaurant et siège de parti ouvert à tout le monde. Là, c'est le Parti national basque. Il est au pouvoir, condamne fermement les attentats, mais ne reconnaît pas les méthodes de l'ETA. Le PNV dénonce une manœuvre politique du gouvernement espagnol. Dimanche, il y a les élections, rappelle ce militant. Le gouvernement veut garder les informations qu'il possède sur les attentats jusqu'à lundi pour que le Parti populaire obtienne la majorité absolue. Au lendemain des attentats, pour les Basques, c'est aussi un jour de deuil qui est malgré tout loin d'effacer les préoccupations politiques. Ce soir, même si tous les partis nationalistes ne sont pas présents à la manifestation, tous les Basques sont au moins d'accord sur une chose. Derrière ces attentats, il n'y a pas l'ETA. Et nous retrouvons en direct de Bilbao Isabelle Stess. Alors comment les Basques et les nationalistes en particulier vivent cette immense manifestation qui se déroule derrière vous? Oui, alors il y a effectivement des dizaines de milliers de Basques qui sont rassemblés ici sur la place de la mairie à Bilbao où nous nous trouvons et vous l'entendez sûrement, beaucoup de slogans, Madrid, tuer notre ami, nous sommes tous des Madrilènes et terrorisme, le peuple uni vaincra. Alors on peut véritablement parler d'union nationale ici aujourd'hui parce qu'à l'exception des indépendantistes de Batasuna, tous les partis politiques basques ont appelé à manifester et ça c'est tout à fait nouveau parce que les nationalistes qui gouvernent la région ont plutôt des réticences bien sûr à défiler sous la bannière du gouvernement espagnol et puis pour les nationalistes le démenti de Théa sur ses responsabilités dans les attentats c'est aussi un soulagement parce qu'ils ont toujours condamné la violence et ils en ont assez d'être montrés du doigt par le gouvernement espagnol. Ils estiment d'ailleurs que le gouvernement Aznar a accusé un peu vite l'ETA et en revanche a mis un peu moins d'empressement à évoquer les éléments concernant la piste islamiste et ils attendent maintenant toute la transparence sur les auteurs des attentats de Madrid. Merci Isabelle Stess de ces précisions.
L'émotion a été grande à Barcelone aussi. Les habitants de la capitale catalane s'étaient réunis pour se recueillir en plusieurs endroits de la ville, place de Catalogne et devant la mairie notamment. Hélène Vergne, Pascal Pense. Nul besoin de mots pour dire leur souffrance. Tout au long de cette journée à Barcelone, ils ont tenu à se rassembler et le plus souvent à partager un moment de silence. Une bougie, quelques mots, de petits gestes qui en disent long sur la peine des Catalans et leur impuissance face à l'horreur des attentats. Je prie pour eux. C'est la seule chose qu'on peut faire aujourd'hui. On est tous affligés, indignés de ce qui s'est passé. C'est horrible qu'il y ait des personnes capables de faire cela. Le terrorisme, c'est la pire chose que nous ayons. Le terrorisme venu de l'intérieur ou de l'extérieur. Parmi les plus jeunes, des voix s'élèvent, aujourd'hui avides de comprendre pour mieux oublier demain. Je ne crois pas au fascisme, au terrorisme. Tout ça est mauvais. Ce sont juste quelques paroles. Mais j'espère qu'un jour, on vivra dans un monde de paix plus spirituel. Voici 25 ans que David Bisbal se consacre aux victimes du terrorisme depuis le jour où son père a été abattu. Qu'il s'agisse des uns ou des autres, les conséquences sont les mêmes. Tous les morts, les blessés, toutes ces familles de victimes, c'est la même chose. Des listes de victimes qui ne cessent de s'allonger. Ce 11 mars 2004 a été le jour le plus meurtrier qu'ait connu l'Espagne. Face à la menace terroriste, la France prend ses précautions. Les contrôles ont été renforcés au poste frontière avec l'Espagne et le plan Vigipirate est passé du jaune à l'orange. Caroline Gauthier, Patrice Brugère. Ils observent les voyageurs, leurs bagages, le moindre comportement suspect. Le plan Vigipirate est passé du jaune à l'orange. Concrètement, en Île-de-France, cela signifie 1300 policiers, gendarmes ou militaires à l'affût dans les stations de métro ou les gares SNCF. Comme ici, gare de Lyon, la surveillance doit être maximale. Vigilance accrue, contrôle de tout individu suspect et voilà, donc une attention particulière aux colis abandonnés, aux bagages abandonnés. Dispositif semblable dans les plus grandes gares françaises. Pourtant, la SNCF, comme le gouvernement le rappelle, il n'y a pas à ce jour de menace précise à l'encontre de la France. On est toujours un peu inquiet quand il s'est passé des événements comme il s'est passé hier à Madrid. C'est dramatique et quand on prend les transports en commun, on y pense tout de même. On y pense un peu, hein, mais bon, oui, ouais. On est obligé de se faire la raison que ça peut arriver, c'est tout. Le dispositif Vigipirate comporte 4 niveaux d'alerte, jaune, orange, rouge et écarlate. L'alerte orange actuelle vise à prévenir le risque d'une action criminelle ou terroriste considérée comme plausible. Un objectif que Nicolas Sarkozy a rappelé ce soir au préfet des 7 zones de défense du territoire français. Nicolas Sarkozy, vous avez donc réuni tous les préfets ce soir. Que leur avez-vous demandé très précisément, plus en détail? Ce matin, nous avons une réunion autour du président de la République et à sa demande. Nous avons fixé un certain nombre d'éléments pour assurer la sécurité de tout le monde. C'est vrai ce qui est dit dans votre reportage, il n'y a pas de menace précise contre la France, mais enfin le climat que nous connaissons, les événements à Madrid nous amènent à une très grande vigilance. Alors précisément, cela veut dire que nous sommes au plan orange Vigipirate, mais qu'il est rouge pour les gares et pour les aéroports, c'est-à-dire que la protection est renforcée. Le président a décidé que les forces mobiles, CRS et gendarmes mobiles, monteront dans un certain nombre de trains, que nous renforcerons les patrouilles, que par ailleurs des mesures seront prises spécifiques sur les bagages, notamment dans chaque train, vous savez, il y a un local pour les bagages, et que notre devoir de vigilance est un devoir permanent. Les préfets de zone que j'ai reçus cet après-midi verront demain les préfets de département, l'ensemble des commandants de groupement, des DSP, c'est-à-dire les patrons de la police dans chaque département. Les objectifs sensibles feront l'objet d'une protection particulière. Des évaluations sont actuellement menées par les services antiterroristes français. Et par ailleurs, tous les jours, nous avons une réunion pour faire le point de la situation et je rencontre au président de la République. Tous les services secrets européens travaillent ensemble et évaluent la menace. Et vous le comprenez que dans ce contexte, nous attendons beaucoup
des éléments d'analyse sur ce qui s'est passé à Madrid. Alors peut-être une question, est-ce qu'il y a des mesures très particulières au Pays Basque, mesures de sécurité? Il y a eu des mesures particulières sur la frontière franco-espagnole. Qui sont? Renforcement des contrôles systématiques. Mais naturellement, nous attendons de savoir laquelle piste doit être privilégiée entre les deux dont nous parlions. Vous attendez des éléments précis dans les heures qui viennent? Écoutez, l'enquête doit progresser. Vous nous le direz peut-être demain? Madame, si j'ai des éléments, bien sûr, le devoir dans une démocratie, c'est de les donner, quand on le peut. Oui. Alors, je voudrais, avant d'en terminer, on dira un mot du groupe AZF. Je voudrais quand même vous dire qu'à l'instant, la ministre espagnole des Affaires étrangères demande à tous les ambassadeurs de défendre la thèse de l'ETA. Alors, c'est vrai que l'Espagne est en campagne électorale, puisque l'Espagne vote dimanche. Est-ce que c'est une thèse confortable? Comment vous réagissez? Vous savez, moi, je n'ai pas à m'immiscer dans le débat politique espagnol. Ce qui compte, c'est que nous sachions qui a fait ça, d'où vient le crime, pour pouvoir réorienter ou orienter le plus précisément possible notre défense. Quel est le problème du gouvernement français? Nous avons la responsabilité de nos concitoyens. Il ne faut pas affoler les gens, parce qu'il n'y a pas matière. Mais nous n'avons pas l'intention non plus de minimiser les choses. Nous savons un certain nombre de choses. C'est que des terroristes passent d'un pays à l'autre. En décembre 2002, nous avons eu à faire face à Paris à une tentative qui a été déjouée au dernier moment. Et par conséquent, il ne s'agit ni de politique, ni d'idéologie, ni de préférence. Il s'agit d'être efficace. C'est ce que nous demandent les Français. Et c'est ce sur quoi nous travaillons. Alors, deux questions pour finir. Concernant le groupe AZF, est-ce que vous avez de nouveaux contacts avec ce commando, cette équipe? Madame, je voudrais que vous compreniez que je ne peux pas répondre à cette question. Je peux simplement vous dire que nous continuons à travailler. Que nous ne prenons pas cette menace à la légère et que nous avons besoin de pouvoir travailler dans la discrétion. Que tout ne peut pas se faire sur le devant des médias. Est-ce que le réseau SNCF est sous haute surveillance? Les trains, les gares, les aéroports sont surveillés. Le réseau SNCF, c'est 32 000 km de voies ferrées. Il n'y a pas que cela qui est sous surveillance. Beaucoup de choses sont sous surveillance. Vous savez, la période que connaît le monde aujourd'hui est une période dangereuse. Et je n'ai pas l'intention de minimiser la menace. Non, en effet, mais M. Sarkozy, certains ont pu s'interroger sur le fait que le silence avait été gardé et qu'on ait attendu que l'affaire soit révélée pour envoyer des agents d'EDF inspecter les voies ferrées. Des agents de la SNCF. De la SNCF, pardon. Qu'avez-vous envie de répondre? Madame, j'ai envie de dire d'abord que l'immense majorité des journalistes ont été responsables. Et que seul un journal ne l'a pas été. Ce n'est pas un problème de démocratie. La démocratie n'était pas mise en cause parce qu'on a pris 24 heures pour révéler qu'il y avait une menace qui s'appelle AZF. Nous avons ces vies à préserver. Et pour les préserver, il fallait que nous puissions travailler. C'est ce que nous sommes en train de faire. Je rendrai des comptes le moment venu. Nous dirons très exactement ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer. Mais il faut que les services de police puissent travailler. Il en va de la sécurité de nos compatriotes. Et ça me paraît plus important que les commentaires d'une rédaction. Merci Nicolas Sarkozy d'avoir répondu à nos questions. Si vous voulez bien, on retrouve tout de suite Bertrand Koch à Madrid pour cette immense manifestation. La foule grossit-elle de minute en minute, d'heure en heure? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Béatrice, une foule toujours plus dense. Vous l'entendez derrière moi. Des jeunes qui ont compris qu'on était à la télévision et qui ont décidé d'en profiter. Je voulais revenir sur ce que vous disiez à l'instant, cette déclaration de la ministre espagnole. Le gouvernement espagnol, effectivement, continue de privilégier ce soir la thèse de l'ETA, la thèse de la culpabilité du mouvement séparatiste basque. Mais au fil des heures, cette piste est de plus en plus fragilisée. Par exemple, le journal El País, le grand quotidien El País, plutôt bien informé, révèle ce soir sur son site internet que les services secrets espagnols penchaient dès hier matin pour la thèse islamiste, mais que le gouvernement espagnol leur aurait demandé de se concentrer sur la piste ETA. Alors, les gens qui défilent derrière moi continuent d'insulter l'ETA, mais de plus en plus d'Espagnols commencent à douter que leur gouvernement ne leur dise toute la vérité, et ce pour des raisons électorales. Vous savez que dimanche, ce sont les élections générales. Pour l'instant, le Parti populaire de M. Aznar est toujours donné favori. Mais si la thèse islamiste prenait de la consistance, eh bien certains n'hésiteraient pas à faire porter la responsabilité des attentats d'hier à M. Aznar
pour avoir engagé son pays des États-Unis dans la guerre en Irak, et ce, contre la majorité de l'opinion publique espagnole. Merci Bertrand Cox. Je me retourne vers Nicolas Sarkozy. Vous avez peut-être une réaction? Non, je ne peux pas faire de commentaire sur ce qui s'est passé à l'intérieur ou ce qui se passe à l'intérieur du gouvernement espagnol. Je crois que j'ai été très clair dans ce que j'ai dit. Il n'y a aucune piste à privilégier. Et vous m'avez demandé s'il y avait eu un changement. J'ai dit qu'hier, il y avait une piste qui était privilégiée. Aujourd'hui, aucune. C'est en soi un grand changement. Merci, Monsieur Sarkozy. À Washington, le président américain s'est rendu à l'ambassade d'Espagne où il a déposé une gerbe de fleurs pour témoigner de sa solidarité avec le peuple espagnol. George Bush a ensuite déclaré à l'ambassadeur qu'il appréciait la position très ferme du gouvernement de José María Aznar contre le terrorisme, contre des organisations terroristes comme l'ETA. Et puis à Toulouse maintenant, une partie de la communauté espagnole de la ville avait choisi d'organiser une marche silencieuse pour exprimer sa solidarité avec les victimes de Madrid et son rejet du terrorisme. Muriel Lassaga, David Bress. Le silence pour seule réponse à la barbarie. Ils ont attendu longtemps, même sous la pluie, car eux, ils existent encore pour dire non au terrorisme. Émigrés, réfugiés, ils s'étaient donné rendez-vous quelques heures auparavant. Bon, c'est écrit un peu en français et en espagnol, parce que los de Toulouse, les gens de Toulouse, ils sont avec les victimes de Madrid. On est arrivé à éliminer 40 années de franquisme sans sang, et maintenant qu'on est en pleine démocratie, on se trouve comme des couillons, on ne sait plus où on est. Parce que ce sang espagnol coule dans leurs veines et dans leur cœur, parce qu'ils ont peur pour leurs proches, ils ont voulu marcher dignement pour la paix, symbolisé par ce petit ruban blanc, la seule arme qu'il possède. Ça nous donne beaucoup de mal, des souvenirs horribles, et qu'on a peur que ça recommence. Ils brandissent des plus jamais ça, sortent le drapeau de leur nation, c'est le ras-le-bol. Il y a beaucoup de colère contre le T1. C'est peut-être pas bien de le dire, mais c'est vrai que on voudrait tous les tuer, quoi, parce que vraiment c'est pas juste. Quel que soit l'auteur des attentats, aujourd'hui, ils se sentaient tous victimes face à cette guerre aveugle qu'ils ne comprennent pas. Et puis à Paris, ce sont plusieurs milliers de personnes qui se sont rassemblées devant l'ambassade d'Espagne dans le 8e arrondissement de la capitale. Une majorité d'Espagnols, mais aussi des syndicalistes, des politiques, ainsi que des Parisiens qui ont observé de longues périodes de silence suivies de salves d'applaudissements et de discours. Dans le reste de l'actualité, après le naufrage du chalutier l'Armand dans la Manche hier, les recherches pour retrouver l'épave n'ont pas encore abouti malgré les moyens déployés. Les conditions de ce naufrage, qui a fait 1 mort et 3 disparus, restent inconnues. Jacques Deveau, Gabriel Camilla. Au petit matin, 2 chalutiers rentrent au port de Saint-Malo. Toute la nuit, ils ont recherché en vain des survivants du naufrage. Mais 12 heures après le drame, les pêcheurs ne se font guère d'illusions. Ça m'étonnerait qu'il y ait des rescapés, au moins bien arrêt dans le bombard, mais pour pas trop je suis en train d'en chercher, il y a d'autres bateaux de sortir. Les circonstances du naufrage demeurent inconnues. Le filayeur de 12 mètres rentrait de pêche. L'équipage n'a eu que le temps d'actionner la balise de détresse. Même pas 20 minutes avant que le drame arrive, le patron du bateau a discuté avec son armateur. Tout allait bien à bord, donc on ne comprend pas ce qui s'est passé. Mais les conditions météo sur la zone du naufrage à 40 km de Saint-Malo étaient exécrables hier, comme en témoigne l'équipage de la vedette des douanes qui a ramené à terre le corps du pêcheur retrouvé. La météo était assez difficile, on avait mer 5 avec 80 km/h de vent de sud-est et des tempêtes de neige. Beaucoup de creux, Ouais, on est 3 mètres, un bon 3 mètres de creux. Ouais. Dans ces conditions, le moindre incident peut virer à la catastrophe. Mais pour les pêcheurs, souvent, chaque jour de mer compte. Force la météo, on sort d'une grande marée, les bateaux veulent sortir pour mettre leur filet à l'eau. Hein. Pour pouvoir travailler toute la morteau. Et donc hier, il aurait attendu une journée de plus. Hein, bon. L'épave du filayeur a été repérée dans l'après-midi. Des plongeurs démineurs devraient effectuer une première inspection au cours de la nuit. La mobilisation a été plus forte que prévu lors de la journée de grève et de manifestation de l'éducation nationale et de la recherche. Entre 60 000 et 100 000 personnes étaient dans la rue à Paris et en province. Claude Pozianski, Alexandre Dequitte. La recherche
À Paris, ce sont les chercheurs qui ont pris la tête de la manifestation, regroupant plus de 10 000 personnes, un succès selon les syndicats. Les chercheurs qui ont entamé un bras de fer avec le gouvernement pour réclamer plus de postes. Les CDD, on les enchaîne à partir de 25 ans jusqu'à 32, 33, donc ils se foutent de nous. Donc on veut des postes statutaires, on ne demande même pas d'argent. C'est-à-dire que les milliards qu'ils nous proposent, on s'en fout, tout ce qu'on veut c'est travailler avec un vrai poste. Les collégiens et les lycéens ont rejoint les enseignants en queue de cortège. Au cœur de leurs revendications, la suppression de 4 500 emplois dans le second degré à la rentrée prochaine et surtout la baisse de 40% du nombre de postes mis au concours. On va avoir un bac plus 4 et on ne pourra rien faire derrière parce que le STAPS c'est un concours. Et s'il n'y a pas de poste, il n'y a pas de concours. Donc nous derrière on aura un bac plus 4 et il n'y aura plus qu'à aller pointer à la NPE. À Lyon, 6 000 personnes sont descendues dans la rue pour dénoncer le manque de moyens dans l'éducation nationale. À Nantes, enseignants et chercheurs se sont aussi mobilisés pour critiquer la politique du gouvernement. Enfin, à Nice, 2000 manifestants ont défilé sur la promenade des Anglais. La confrontation entre Johnny Hallyday et l'hôtesse qui l'accuse de viol sur un yacht en avril 2001 a pris fin aujourd'hui au palais de justice de Nice. Après 7 heures de face-à-face, les deux parties auraient campé sur leur position. Olivier Théron et Raymond Chaplard. C'est presque décontracté que Johnny Hallyday a rejoint le palais de justice de Nice cet après-midi pour une nouvelle confrontation avec la jeune femme qui l'accuse de viol. Devant un parterre de journalistes et quelques fans, le chanteur a pour la première fois commenté publiquement l'affaire. À mon avis, elle n'a pas tout à fait sa tête. Ouais. Enfin, je ne sais pas ce qu'elle veut vraiment, je ne le comprends pas, je ne sais pas. Marie-Christine Vaux arrive à son tour. Cette jeune femme affirme avoir été violée par le chanteur dans la nuit du 28 au 29 avril 2001 sur un yacht à Cannes. L'accusation, comme souvent dans les affaires de viol, tient sur peu de choses, c'est parole contre parole. Et dans le bureau des juges toute la journée, la victime supposée et Johnny Hallyday ont présenté chacun leur version des faits. Marie-Christine Vaux est ressortie épuisée de cette confrontation de plus de 7 heures. C'était très pénible, mais bon, ça s'est passé. Et je suis satisfaite que ces épreuves pénibles de la semaine soient enfin terminées et j'ai hâte que la vérité éclate un grand jour. Johnny Hallyday est apparu lui aussi satisfait de cette journée qu'il n'a pas souhaité commenter. C'est maintenant au juge d'instruction d'approfondir les déclarations de chacun et de déterminer lequel des deux dit la vérité. Quelques mots de football avec le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions qui a eu lieu aujourd'hui à Lyon, en Suisse. Monaco hérité d'un gros morceau. Les Monégasques affronteront en effet le Real Madrid et ses stars le 24 mars. Lyon sera quant à lui opposé au FC Porto le lendemain. Parmi les autres matchs, Chelsea Arsenal et la Corogne Milan AC. Et puis hier, en 8e de finale aller de la Coupe UEFA, les Marseillais ont obtenu un match nul face à Liverpool, 1-1. Milan Barros avait ouvert le score pour les Reds avant que Didier Drogba n'égalise pour l'OM. Les Marseillais conservent donc toutes leurs chances de qualification au match retour au stade de Vélodrome dans 15 jours. Revenons à présent sur l'essentiel de l'actualité, cette gigantesque, immense manifestation qui se déroule en ce moment même dans toute l'Espagne et en particulier à Madrid. Selon les dernières estimations, 2 300 000 personnes dans les rues. Bernard Lebrun. Un unique slogan gouvernemental, avec les victimes, avec la Constitution, pour la défaite du terrorisme. Derrière la banderole, les officiels venus de toute l'Europe soutenir leurs amis espagnols. Le plus grand au centre, le prince Felipe, accompagné de ses sœurs. Pour la première fois de l'histoire de l'Espagne, des membres de la famille royale manifestent. Autour du prince, 3 premiers ministres, José María Aznar l'espagnol, Jean-Pierre Raffarin le français, Silvio Berlusconi l'italien. Philippe Douste-Blazy et le maire de Paris sont aussi là, mais aussi Romano Prodi, le président de la Commission européenne. Il pleut des larmes sur Madrid, mais la pluie n'a pas arrêté la volonté des Espagnols de dire non au terrorisme. Un océan de parapluies. Selon les dernières estimations, 2 300 000 personnes ont envahi les avenues de la capitale. Et la foule de reprendre le célèbre El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, le peuple uni ne sera jamais vaincu. À Barcelone, le célèbre violoncelliste Jordi Savall a rejoint les manifestants avec son instrument pour repousser l'inhumanité avec quelques notes de musique pour plus d'1 million de manifestants. Ici aussi, dans la grande ville basque de Bilbao, des milliers de personnes ont répondu à l'appel du gouvernement espagnol en condamnant l'ignoble attentat du jeudi 11 mars.
Bertrand Koch, vous êtes toujours au milieu de cette immense manifestation à Madrid. Comment Madrid s'apprête à vivre cette soirée, cette nuit qui s'annonce? Sous la pluie, dans le froid, mais ensemble. La force du nombre, hein, vous l'avez dit, le gouvernement espagnol annonce 2 300 000 personnes. Il y en aura sans doute beaucoup plus. Les gens continuent à affluer ici, place à Colonne. Le cortège s'étend sur plus de 3 km. Mettra sans doute des heures à se disperser. Tous ces gens n'ont pas envie de se quitter de toute façon. C'est la réponse massive du peuple de Madrid, de toute l'Espagne, au terrorisme, alors qu'on ne sait toujours pas qui a commis les attentats d'hier. Beaucoup d'incertitudes à 2 jours des élections. Mais voici la réponse massive, impressionnante du peuple espagnol au terrorisme, aux 200 morts d'hier matin, aux 1400 blessés. Merci Bertrand Koch, ainsi se termine ce journal. Tout de suite la météo avec Nathalie Riouet, puis le point route présenté par Valérie Maurice. 21h la crime, 1h le dernier journal FMT. Demain dans Thé au Café, Catherine Sellac recevra la chanteuse Morane. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h. Je vous remercie de votre attention, excellente fin de soirée sur France 2. On se quitte avec ces images de l'Espagne en deuil, ces images qui racontent cette Espagne d'aujourd'hui, cette Espagne marquée par ces attentats qui ont fait 199 morts, 1400 blessés.